J'ai remarqué un changement perceptible en moi depuis cet incident, comme si mon esprit était plus clair ou fonctionnait de manière plus fluide. Une nuit, j'étais sorti avec des amis. Nous avions marché jusqu'à un bar situé à environ 2 rues de chez moi. J'ai beaucoup bu et, en fin de soirée, j'ai décidé de rentrer seul. Une fois arrivé à la maison, j'ai retiré tous mes vêtements et je me suis couché sans trop réfléchir. Pendant la nuit, j'ai fait ce que j'ai d'abord pris pour un rêve. J'ai eu la sensation très nette que la maison basculait sur le côté, comme si elle était en train de se renverser. Ce qui m'a réellement réveillé, c'est le froid de la vitre contre mon visage. J'étais conscient et pourtant incapable de comprendre ce qui se passait. La fenêtre s'est ouverte et j'ai senti que quelque chose me tirait vers l'extérieur, sur le dos, en me soulevant sous les bras. Je répétais sans arrêt que ma jambe était coincée. J'étais de plus en plus affolé car elle était prise entre le lit et le rebord de la fenêtre. J'avais peur qu'elle se casse ou qu'on m'arrache sans ménagement. Après ce qui m'a semblé durer longtemps, la jambe s'est libérée et j'ai été tiré dehors. C'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Je me suis réveillé au bruit très fort de la circulation, des oiseaux et des sons du matin. J'étais encore en train de repenser à ce rêve bizarre quand j'ai réalisé que la fenêtre était grande ouverte. En essayant de bouger, j'ai senti quelque chose sous moi. Il y avait de la terre dans mon lit. Je me suis redressé et j'ai regardé par la fenêtre. Elle se trouvait à environ 2 mètres du sol. Tout ce qui était posé sur le rebord de la fenêtre se trouvait maintenant par terre, juste en dessous. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Je suis incapable de faire une traction, donc je sais que je ne pouvais pas grimper et revenir par là moi-même. En continuant à bouger, j'ai senti une douleur vive à la pliure de ma jambe gauche. En regardant, j'ai vu un énorme bleu noir exactement à l'endroit où ma jambe avait été coincée entre le lit et la fenêtre. La maison était toujours verrouillée, j'étais nu, sans clé, ce qui excluait totalement l'idée que je sois simplement sorti et rentré normalement. Mes colocataires n'avaient rien entendu et n'avaient aucune explication. Quand j'ai commencé à réaliser l'ensemble de la situation, j'en ai parlé sur le ton de la plaisanterie en disant que j'avais enfin une histoire d'enlèvement à raconter. Pourtant, plus j'y repensais, plus certains détails me troublaient. La terre dans le lit, la position des objets, la douleur persistante dans ma jambe ne ressemblaient pas à un simple rêve. Avec le temps, d'autres fragments me sont parfois revenus. J'ai par moments une image vague de moi transporté vers le haut d'un immense chêne qui se trouvait juste à côté de ma chambre. Ce souvenir est flou, incomplet, comme s'il appartenait à ce rêve, mais il revient de temps en temps sans prévenir. Tout cela s'est produit vers 2006 ou 2007, dans le centre-ville d'Auburn en Alabama. Encore aujourd'hui, je raconte cette histoire avec humour, mais au fond de moi, je ne suis jamais totalement certain de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Quand j'étais gamin, à la fin des années 70, je faisais de l'autostop. J'avais fugué, encore une fois, et je me dirigeais vers des régions plus chaudes. Je dormais le jour et je levais le pouce la nuit. Il y avait moins de flics, pensais-je. Je descendais tranquillement une bretelle d'autoroute avec toutes mes affaires, assis sur ma valise, quand une voiture à l'allure complètement folle, presque comme une Ferrari, s'est arrêtée pour me prendre. Je n'arrivais pas à dire si le conducteur était un homme ou une femme. Mais c'était un trajet gratuit, alors je suis monté sans hésiter. Dès le départ, j'ai fait une remarque sur la voiture et j'ai posé des questions à son sujet. J'espérais deviner le sexe du conducteur à la voix, mais ça n'a servi à rien. La seule réponse a été « elle est allemande ». J'étais jeune et je ne connaissais pas les marques allemandes, mais le tableau de bord était incroyablement stylé. Il y avait une sorte de télévision juste derrière le levier de conduite, le volant ou peu importe ce que c'était. Je me suis retourné pour jeter un petit sac sur la banquette arrière et, quand je me suis à nouveau tourné vers l'avant, nous roulions déjà à grande vitesse. Je n'avais entendu aucun bruit de moteur ni ressenti la moindre accélération. J'étais impressionné, mais je n'ai rien trouvé d'anormal, vu que c'était manifestement une voiture haut de gamme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était extrêmement silencieuse.
Pas totalement muette, mais sans bruit de route ni de moteur. On entendait à peine le vent glisser autour. L'intérieur était sombré, même après 1 heure, je n'arrivais pas à bien distinguer le conducteur. Le pare-brise était très petit et semblait teinté. Il ne laissait presque pas entrer la lumière, mais je pouvais voir très loin devant sur la route. Le conducteur a actionné un interrupteur ou quelque chose de semblable près du sol. J'ai pensé que c'était peut-être un allume-cigare, car j'ai commencé à sentir une odeur étrange. Quoi que ce soit, ça m'a rendu étourdi presque immédiatement et j'ai senti une irrésistible envie de m'endormir. Je ne me sentais pas paniqué, je me suis simplement adossé et j'ai sombré. Je me suis réveillé sous un pont, près de l'endroit où j'avais été pris en stop. Il devait être environ 10 heures du matin et j'avais terriblement faim. Toutes mes affaires étaient là, mais je voyais bien qu'on avait fouillé dedans. J'avais des marques rouges sur le corps. Une sur le front, quelques-unes sur la poitrine, d'autres sur les bras et les jambes. Une fois un peu plus réveillé, j'ai remarqué des traces de traînées dans la terre qui menaient jusqu'à mes chaussures. Elles ne venaient pas de la route. J'avais été traîné depuis un champ de maïs qui ne faisait que 15 à 20 cm de haut. J'ai suivi ces traces sur une quinzaine de mètres à l'intérieur du champ et elles s'arrêtaient net sur 6 empreintes dans la terre. Pas de traces de pas, rien d'autre. Juste 6 marques dans le champ, quelques plants de maïs écrasés et les traces menant jusqu'à l'endroit où je m'étais réveillé. En regardant en arrière vers ce point, je pouvais voir mes propres empreintes de pas jusqu'à l'endroit où je me tenais à ce moment-là. Je ne veux plus en parler. J'habite à Madison dans le Wisconsin. J'ai travaillé comme agent de sécurité pendant 3 ans. Une partie de mon travail consistait à escorter des clients très importants depuis un hôtel jusqu'à l'aéroport du comté de Dane. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h du matin. Une nuit, vers 23h, je conduisais un vieil homme à l'aéroport. Comme souvent pendant ces trajets silencieux, nous avons commencé à discuter. La conversation est venue sur la raison de sa présence dans la région. Il m'a expliqué qu'il avait des affaires à régler près de Baraboo, dans un endroit bien connu des habitants du coin. Il parlait d'une ancienne usine de munitions abandonnée appelée la Badger Ammo Plant. Officiellement, elle est fermée depuis plus de 15 ans. Je lui ai dit que je croyais cet endroit complètement abandonné. Il a souri et m'a posé une question qui m'a surpris. Il m'a demandé pourquoi, selon moi, il y avait toujours des gardes armés aux entrées d'un site censé être fermé. Je suis resté silencieux quelques secondes avant d'admettre qu'il avait raison. Je lui ai alors demandé s'il travaillait là-bas. Il a simplement répondu oui. Il m'a expliqué que le site contenait d'immenses bunkers en béton, enfouis et invisibles depuis l'extérieur. Selon lui, rien ne pouvait être entendu ou observé depuis les alentours. Il m'a dit qu'ils y testaient des systèmes de propulsion expérimentaux, loin de tout regard extérieur. Il a ajouté que l'endroit était parfait car officiellement hors service, discret, isolé et entouré de falaises naturelles. Il a ri en disant que personne ne se doutait de ce qui s'y passait réellement. Intrigué, je lui ai demandé s'il s'agissait de moteurs pour des fusées ou pour des missions lunaires. Il m'a répondu non, avec un ton calme mais assuré. Il m'a dit que ces systèmes étaient conçus pour voyager d'une planète à une autre. À ce moment-là, j'en suis resté bouche bée. Il a remarqué ma réaction et a souri, comme s'il était habitué à provoquer ce genre de choc. Je lui ai alors demandé s'il croyait aux extraterrestres. Il est devenu silencieux. Après un long moment, il a simplement répondu que ce sur quoi il travaillait avait bénéficié d'une aide extérieure. Il n'a rien précisé de plus. Il s'est tourné vers la fenêtre et a continué à sourire, comme s'il portait un secret trop lourd pour être partagé. Durant le reste du trajet, j'ai tenté de relancer la conversation en parlant du caractère improbable de tout cela. Je lui ai dit que c'était ingénieux d'utiliser un site officiellement fermé, perdu au milieu du Wisconsin, un endroit que tout le monde considère comme sans intérêt. Il a hoché la tête sans ajouter grand-chose. Il semblait fatigué, sérieux, extrêmement intelligent, et clairement très aisé. Arrivé à l'aéroport, il est sorti du véhicule, m'a donné un billet de $5 pour le pourboire et m'a remercié poliment. Il ne m'a jamais dit son nom ni sa destination finale après ce vol.
Je suis resté assis quelques instants, incapable de bouger, en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Pendant plusieurs nuits après cet événement, j'ai repensé à cette conversation. J'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vraiment pris en compte auparavant, comme l'activité inhabituelle autour de certaines routes isolées ou la présence de véhicules que je ne reconnaissais pas. Je n'ai jamais revu cet homme, ni rencontré qui que ce soit d'autre lié à ce site. C'était une rencontre unique, une course parmi des millions. Je ne sais pas s'il parlait d'aliens. Il ne l'a jamais dit clairement. Il a seulement partagé ce qu'il faisait, ou du moins ce qu'il voulait bien révéler. Cela s'est produit en début de soirée, à la fin du mois d'août ou au début de septembre, il y a environ 2 ans. Il faisait encore clair, mais le soleil venait soit de se coucher, soit était sur le point de le faire. Ma petite amie et moi vivons dans une ville du Midwest d'environ 150 000 habitants, donc tout sauf une zone rurale. Nous rentrions chez nous en voiture, en empruntant un grand axe routier en direction de l'ouest, quand j'ai aperçu un groupe d'environ 3 ou 4 lumières jaunes blanchâtres, alignées de façon majoritairement verticale, juste au-dessus de la ligne des arbres, droit devant nous. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai simplement supposé qu'il s'agissait de l'une des grandes tours radio disséminées dans la ville. Cependant, en continuant de les observer, j'ai remarqué que leur formation commençait à changer et qu'elles se mettaient à s'éloigner les unes des autres en flottant. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas une tour radio et je l'ai signalé à ma petite amie. En continuant à nous rapprocher des lumières, j'ai demandé à ma petite amie, qui conduisait, de se garer sur un parking au sud de la route sur laquelle nous étions, afin de pouvoir les observer sans être distrait. À environ 400 mètres plus au sud se trouvait une autoroute majeure. Les lumières ont alors commencé à montrer un comportement similaire. Elles s'élevaient au-dessus de la ligne des arbres au nord de notre position, flottaient vers le sud jusqu'à se trouver au-dessus de l'autoroute, puis disparaissaient. Il y avait au total entre 8 et 12 lumières, mais seulement 4 ou 5 visibles dans le ciel en même temps. Il est important de préciser qu'après la disparition des lumières, il n'y avait absolument aucune trace. Aucun contour de débris en chute, aucune explosion, aucune fumée, rien. Elles s'évanouissaient simplement. Ma petite amie a essayé de les prendre en photo, mais elle utilisait son téléphone portable et les images ne rendaient rien de concluant. Une fois que les lumières ont cessé d'apparaître, nous avons repris la route vers chez nous en gardant les yeux rivés sur le ciel. Nous avons croisé quelqu'un d'autre qui s'était garé sur le bas-côté et qui avait la tête passée par la fenêtre, lui aussi en train de scruter le ciel à la recherche d'autres lumières. Une fois rentré chez moi, j'ai essayé de chercher en ligne s'il y avait une quelconque célébration en cours dans la ville à ce moment-là, en me disant que cela pouvait être des lanternes chinoises ou quelque chose de similaire, mais je n'ai rien trouvé et rien n'a été mentionné aux informations. Ceci est mon expérience réelle. J'utilise des initiales pour désigner mon ex-mari, P, et mon fils, G. Au printemps 1981, j'étais marié à P et notre fils G avait environ 4 mois. Nous vivions dans un appartement au 2e étage, avec 2 chambres, dans une banlieue de Chicago. Peu de temps auparavant, nous avions décidé de faire dormir G dans sa propre chambre, dans son berceau, alors qu'il dormait jusque-là dans une petite nacelle placée dans notre chambre. Cette nuit-là, P dormait à côté de moi quand tout a commencé. Je me suis réveillé en pleine nuit avec la certitude que mon corps était en train de s'élever au-dessus du lit. Je me suis arrêté à environ 60 cm du matelas. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose ou plusieurs entités m'avaient soulevé vers le plafond. J'ai d'abord ressenti leur présence, puis je les ai vus. Il y avait 4 êtres de petite taille, environ 1 mètre de haut, à la peau grise et aux grands yeux sombres. Ils se tenaient près de mon côté du lit, à gauche. J'ai eu l'impression qu'ils étaient masculins. J'ai compris que c'était eux qui m'avaient soulevé, même s'ils ne me touchaient pas physiquement. Une lumière extrêmement intense traversait la fenêtre de la chambre. Je savais qu'il y avait un lampadaire sur le parking en bas de l'immeuble, alors j'ai d'abord pensé que j'avais oublié de baisser le store ou de fermer les rideaux. À ce moment-là, j'étais parfaitement consciente de ce qui m'arrivait. Je flottais au-dessus de mon lit et je ne pouvais pas bouger la majeure partie de mon corps,
comme si j'étais partiellement paralysé. Je pouvais tourner la tête et observer la pièce. J'entendais P ronfler doucement sur le lit, juste en dessous de moi, sur ma droite. La panique a commencé à monter. J'ai essayé de prévenir P, de l'appeler, de le réveiller. Aucun son ne sortait de ma bouche, comme si ma gorge ne fonctionnait plus. Immédiatement, j'ai pensé à mon fils et j'ai ressenti une peur intense pour sa sécurité. De ma position, je pouvais voir l'entrée de sa chambre. Il n'y avait aucun mouvement. J'ai compris qu'il dormait et qu'il n'était pas en danger à cet instant. J'ai regardé le réveil posé sur la table de nuit. Les chiffres rouges indiquaient 3h30. Je voyais clairement la texture de la peinture sur le mur près de ma tête, les portes du placard en faux bois, le berceau sous la fenêtre. Ces détails sont devenus un point d'ancrage. Je savais que je ne rêvais pas. J'étais éveillé. J'ai alors compris, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, que j'allais être déplacé vers la lumière, qui devenait de plus en plus intense. J'ai refusé mentalement, en secouant la tête de toutes mes forces. J'ai eu la peur très concrète que, si tout cela était un rêve, je puisse traverser la fenêtre et tomber dans le parking en contrebas. L'idée que je devais aller vers la lumière est revenue dans mon esprit, insistante. J'ai refusé encore. Je répétais intérieurement que je n'irais pas là-bas. J'ai tenté de me débattre, de forcer mon corps à bouger. J'ai senti mon corps s'incliner, comme si j'étais attaché sur une civière, jusqu'à être orienté à environ 45 degrés face à la fenêtre. Cette lutte a duré plusieurs minutes. À un moment donné, j'ai ressenti que quelque chose avait changé, comme si une décision avait été prise. J'ai eu la sensation très claire que j'avais gagné ce qui ressemblait à un échange de volonté. Je ne me souviens pas être entré dans la lumière. Quelques instants plus tard, je me suis réveillé allongé normalement sur le lit. Je me suis levé immédiatement et je suis allé à la fenêtre. Le store était baissé et les rideaux étaient fermés. Le lampadaire du parking était allumé, mais sa lumière n'avait rien à voir avec celle que j'avais vue. Mon mari et mon fils dormaient profondément. À cette époque, j'avais déjà entendu parler d'enlèvements extraterrestres et je me suis demandé si quelque chose de ce genre venait de m'arriver. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la réalité de l'expérience, surtout ma conscience aiguë de l'environnement physique de la chambre. J'étais éveillé. P, de son côté, n'a jamais rien remarqué. Je n'ai aucun souvenir d'un enlèvement réel et je n'ai aucune envie d'en découvrir davantage. Je ne sais pas pourquoi il a fallu me convaincre d'aller vers la lumière, ni pourquoi j'ai eu l'impression que j'avais le droit de refuser. Si ces êtres avaient réellement eu un contrôle total sur moi, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Cela se passait en 2003, j'avais 15 ans, dans la région de Columbus, dans l'Ohio. J'étais resté éveillé tard une nuit pour terminer un devoir d'anglais que j'avais repoussé jusqu'à la dernière minute. Cela a pris plus de temps que prévu et je n'ai terminé qu'aux alentours de 3h10 du matin. J'ai fini, éteint l'ordinateur et je suis monté à l'étage pour aller dormir. Je me mets au lit et je remarque que l'horloge indique 3h15 juste avant que je ferme enfin les yeux. Environ 30 secondes après, je commence à entendre des pas dans l'escalier. Au début, je me disais, qui peut bien être debout à cette heure-ci, peut-être mon père. Une chose dont je me souviendrai toujours, c'est à quel point ces pas étaient étranges. Ils étaient anormalement lents et à chaque pas, le pied glissait vers l'avant jusqu'à toucher la marche suivante, puis se soulevait. Finalement, les pas s'arrêtent et je suppose que la personne est arrivée en haut de l'escalier. Je n'entends plus rien, puis je ressens une présence dans la pièce. J'ai l'impression que cette personne se trouve maintenant au bout de mon lit. Je suis allongé sur le côté, les jambes repliées, de sorte que le bas de mon dos est un peu tourné vers le haut. Je commence à sentir une pression entrer dans le bas de mon dos, comme une main qui pénétrerait dans mon corps et me tapoterait pour voir si je suis réveillé. C'est là que je commence vraiment à devenir prudent et inquiet. Ensuite, je sens cette même pression traverser mes jambes et y rester. J'avais presque l'impression que quoi que ce soit venait de s'allonger à côté de moi, du côté face à mon visage. Je reste immobile et silencieux pendant une dizaine de secondes, du moins c'est ce que j'ai ressenti, puis je sens une autre pression pénétrer dans ma poitrine.
C'était comme si quelqu'un mettait ses mains à l'intérieur de moi. La pression dans mes jambes était toujours là. Celle dans ma poitrine a commencé à s'intensifier et s'est transformée en une sensation chaude, vibrante et tourbillonnante. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Ceux qui se trouvaient sur mon lit commencent à me chuchoter quelque chose, mais la voix est très claire et donne l'impression de venir de l'intérieur de ma tête. Cela semblait télépathique. Ça disait « mets-le sur ta tête ». Je deviens immédiatement nerveux et je panique intérieurement, me demandant ce qui se passe. Je me dis que je dois ouvrir les yeux et je me force à compter à rebours à partir de 5. Je les ouvre et je vois un visage transparent devant moi, à environ 30 cm. Je dirais qu'il était transparent à environ 50%. Je ne distinguais pas de traits faciaux précis, mais je voyais 2 cercles plus sombres à l'endroit des yeux et une petite forme oblongue pour la bouche. Tout cela a été assimilé en 1 seconde environ. La seconde suivante, ma réaction a été d'ouvrir grand les yeux et la bouche, sous le choc. J'ai immédiatement vu le visage de cet autre être faire la même chose, comme s'il était tout aussi surpris. Environ 1 seconde après, je ferme les yeux, je tire le drap sur mon visage, je panique totalement et je deviens paralysé. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage de cet être s'ouvrir grand et reculer. J'entends cet être tomber du lit en se penchant en arrière et faire un bruit sourd sur le sol. Ce n'était pas très fort, mais clairement audible. Il s'enfuit à toute vitesse de ma chambre et descend les escaliers. Je n'entends jamais de porte s'ouvrir ni quoi que ce soit. Je reste éveillé dans mon lit pendant les 3 heures suivantes, jusqu'à ce que je doive me lever pour l'école à 6h30. Pendant la première heure, je ne pouvais même pas bouger. J'étais sous le choc et la scène se rejouait sans cesse dans ma tête. Je savais que ma porte était toujours ouverte et je voulais désespérément la fermer. Après la première heure, je me suis suffisamment calmé pour me lever, fermer la porte, retourner au lit d'un bond et continuer à y penser jusqu'à ce que ma sœur se lève. J'y ai beaucoup repensé depuis et cela a changé ma vie pour toujours. Je n'en ai parlé qu'à très peu de personnes et je n'en ai jamais parlé à mon père. Bien sûr, certains diront que c'était un rêve lucide ou une hallucination, mais tout était très clair et j'étais éveillé toute la nuit. Je n'ai jamais rien vécu de semblable depuis et je n'ai jamais présenté de symptômes mentaux étranges. J'avais aussi 15 ans et je n'avais jamais bu de bière ni consommé de drogue à cette époque. Quelques autres détails concernant cette nuit-là. L'être émettait une lueur bleue claire qui éclairait légèrement la zone autour de lui. Il était allongé sur le côté à côté de moi, avec ses jambes traversant les miennes. Cela explique la première sensation de pression qui est restée après les contacts sur le bas de mon dos. Je pense que lorsqu'il a dit « mets-le sur ta tête », il faisait référence à ce qui se formait à l'intérieur de ma poitrine. Peut-être pensait-il que je dormais et qu'il s'adressait à mon subconscient. Franchement, cette nuit-là a été quelque chose. Je ne suis pas censé raconter ça à qui que ce soit, mais tant pis. Mon meilleur ami a un beau-père qui a été diagnostiqué avec un cancer il y a quelques années. Au moment du diagnostic, les médecins lui donnaient à peine 1 an à vivre. La maladie était déjà très avancée. Ils ont tout essayé, traitements lourds, examens répétés, hospitalisation, mais les médecins étaient clairs. Il n'avait pratiquement aucune chance. Puis une nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Et c'est là que l'histoire devient difficile à croire. Cette nuit-là, il a affirmé avoir été visité par un groupe de petits êtres verts, minuscules, hauts de seulement quelques centimètres. Ils étaient suffisamment petits pour tenir debout sur une table de chevet. Ils lui ont parlé. Pas dans une langue inconnue, mais d'une façon qu'il comprenait parfaitement, comme si les mots arrivaient directement dans sa tête. Les nuits suivantes, ils sont revenus. Ce n'était pas une apparition isolée. Ils venaient presque chaque soir, toujours calmement, toujours sans provoquer de peur. Ils lui expliquaient ce qu'ils faisaient, comment ils allaient s'attaquer à la maladie, comment ils allaient éliminer le cancer cellule par cellule. Ils disaient qu'ils semblaient méthodiques, organisés, comme s'ils suivaient un protocole précis. Pendant cette période, son état général ne s'aggravait plus. Il ne se sentait pas forcément mieux au début, mais il ne se sentait plus décliné.
Il disait même parfois se réveiller avec une sensation étrange dans le corps, comme une fatigue profonde mais différente, suivie d'un soulagement. Les petits êtres continuaient de venir, toujours discrets, toujours concentrés sur leurs tâches. Puis est arrivé le rendez-vous médical suivant. Les examens ont été faits, puis refaits. Les médecins ont demandé d'autres analyses, pensant à une erreur. Il n'y avait plus aucune trace de cancer. Absolument rien. La maladie avait totalement disparu. Les médecins étaient incapables de donner une explication logique. Ils parlaient de rémission spontanée, mais sans y croire eux-mêmes. La nuit qui a suivi cette annonce, les petits êtres verts ne sont pas revenus. Ni la suivante, ni celle d'après. Ils avaient disparu aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Depuis le jour où il a appris que le cancer avait été éradiqué, il ne les a jamais revus. Quand il m'a raconté cette histoire, j'ai honnêtement pensé qu'il y avait un problème, que la maladie ou les traitements avaient affecté son esprit. Mais il m'a montré quelque chose qui m'a profondément troublé. À l'époque, ce n'était pas encore l'ère des smartphones. Il avait un vieux téléphone à clapet. Il avait pris des photos. Les images étaient floues, mal cadrées, mais on distinguait clairement de petites silhouettes vertes, avec des têtes disproportionnées et des corps minuscules, un peu comme des poupées trolls. Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais parlé de ça publiquement par peur d'être pris pour un fou. Sa famille savait seulement que le cancer avait disparu. Personne n'avait d'explication. Lui-même ne cherchait plus à comprendre. Il disait simplement qu'ils étaient venus pour une raison précise, et qu'une fois leur travail terminé, ils étaient repartis. À l'époque où j'étais en licence, j'avais quelques amis qui étaient de grands amateurs d'observation du ciel. L'un d'eux vivait dans une région isolée de l'est de l'État de Washington, où l'on pouvait tout voir clairement, loin de la pollution lumineuse. Une année, il m'a invité, avec un autre ami, à passer Thanksgiving chez sa famille, et nous avons accepté. Un soir, nous sommes sortis dans un champ d'herbe haute jusqu'aux genoux et nous regardions le ciel. C'était vraiment impressionnant et nous avons vu beaucoup d'étoiles filantes. Soudain, mon ami a pointé une lumière brillante dans le ciel et a demandé ce que c'était. Mon autre ami, celui qui s'intéressait à l'astronomie, n'en savait rien. Cela ressemblait un peu à une planète, mais apparemment il n'aurait pas dû y avoir de planète visible cette nuit-là. Je n'y connais pas assez en étoiles pour savoir si c'est vrai, donc ne me tombez pas dessus. Mon ami, lui, était sûr que ce n'était pas une planète. La lumière ne bougeait pas vraiment, mais elle oscillait dans le ciel, comme si elle rebondissait de haut en bas. Puis, comme une bougie ou quelque chose de semblable, elle s'est éteinte en grésillant. On aurait littéralement dit qu'elle s'était consumée. Rien que ça aurait déjà été étrange, mais ce n'était pas le plus bizarre. Nous n'y avons pas vraiment prêté attention et nous plaisantions même sur le fait d'avoir vu un ovni, quand nous sommes tombés sur un homme. Au milieu d'un champ. Je n'ai toujours aucune idée de la façon dont il est arrivé là, car on pouvait voir assez loin dans toutes les directions et nous l'aurions remarqué en train de marcher. Il était plutôt jeune, à peu près notre âge. Il ne portait ni chaussures ni chemise et, à ce que j'ai pu voir, il n'avait qu'un jean. Il était assis recroquevillé, les bras autour des genoux, et il grelottait. Gardez à l'esprit que c'était fin novembre, donc personne ne sortirait sans chemise, encore moins sans veste. Nous avions peur de nous approcher, alors nous lui avons demandé de loin s'il allait bien. Il nous a regardé d'un air vide et a dit qu'il allait bien. Il n'avait pas l'air ivre, mais on entendait dans sa voix qu'il avait froid. Finalement, nous sommes allés vers lui et lui avons demandé comment il était arrivé là. Il a dit qu'il ne voulait pas en parler et qu'il devait aller à l'hôpital. Mon ami a appelé le 911 et des policiers sont arrivés avec une ambulance à une station-service voisine, où nous nous sommes tous rendus à pied. Je lui ai prêté mon manteau pendant que nous attendions. Il n'a pas vraiment parlé, sauf pour nous demander nos prénoms et ce que nous faisions là. Il a aussi posé à mon ami quelques questions sur certaines constellations. Les policiers nous ont posé quelques questions et les ambulanciers ont emmené le type. Je l'ai laissé garder ma veste. Le lendemain matin, mon ami a raconté l'histoire à sa famille et je me souviens que j'avais complètement oublié la lumière dans le ciel. Lui a fait le lien. Sa famille a trouvé ça inquiétant,
mais a pensé que nous avions simplement croisé un toxicomane. Quand j'étais enfant, je vivais juste à la lisière d'une forêt domaniale. Avec mes amis, nous partions souvent explorer les sentiers, et en grandissant, vers le collège, nous avons commencé à camper et à faire de longues randonnées simplement pour nous détendre. La forêt faisait partie de notre quotidien et je connaissais certains chemins par cœur. Un soir, je suis parti marcher seul sur un sentier que je pouvais suivre sans réfléchir. J'ai quitté la maison vers 20 heures, sans prévenir personne, convaincu que je serais rentré rapidement. Après une vingtaine de minutes de marche, je me suis arrêté dans une petite clairière. Je me suis assis dans l'herbe et j'ai levé les yeux vers le ciel. Parmi les étoiles, j'ai remarqué une lumière que j'ai d'abord prise pour un avion. En la regardant mieux, j'ai compris qu'elle ne se déplaçait pas. Elle pulsait doucement, comme si elle respirait. Au bout de quelques instants, j'ai senti ces pulsations dans ma poitrine. Elles semblaient suivre le rythme de mon cœur, ce qui m'a mis mal à l'aise. J'ai essayé de me convaincre que c'était une illusion, peut-être la fatigue ou le silence de la forêt qui me montait à la tête. Pendant environ 15 minutes, je suis resté là à fixer cette lumière, incapable de détourner le regard, avec l'impression étrange que le temps passait différemment. Finalement, je me suis levé brusquement, agacé par ma propre peur. Je me suis dit que je me faisais des idées et j'ai repris le chemin du retour. En marchant, j'ai eu la sensation d'être observé, et plusieurs fois je me suis retourné, sans rien voir d'autre que les arbres immobiles. La forêt, pourtant familière, me paraissait soudain plus grande et plus silencieuse que d'habitude. Quand je suis arrivé chez moi, toutes les lumières étaient éteintes. J'ai trouvé ça étrange, car quelqu'un était censé être encore réveillé. En entrant, la maison était plongée dans un silence total. C'est seulement en branchant mon téléphone pour le recharger que j'ai vu l'heure. Il était 2 heures du matin. J'ai ressenti un frisson en réalisant que 4 heures s'étaient écoulées sans que je m'en rende compte. Les souvenirs de la clairière me semblaient flous, comme si quelque chose manquait entre le moment où je m'étais levé et celui où j'avais quitté la forêt. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir, avec cette lumière pulsante toujours présente dans mon esprit, et depuis ce jour, je n'ai plus jamais marché seul dans cette forêt après la tombée de la nuit. Pendant 3 nuits, des choses étranges se sont produites. La première nuit, je lisais et je me souviens d'une sensation particulière qui entourait le sommet de ma tête et descendait le long de mon cou. Je n'avais jamais rien vécu de semblable. C'était comme un massage statique et je l'ai remarqué. Cela m'a presque fait peur. Je suis vite allé me coucher, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit à un moment donné. J'étais sur le dos et je regardais ma fenêtre. Je me souviens que j'hallucinais très fortement. La fenêtre se déformait et d'innombrables couleurs étaient présentes. Je me souviens avoir pensé 2 choses à ce moment-là. D'abord, j'étais absolument éveillé. Ensuite, bien que délirant, je me rappelais que ces hallucinations étaient normales et j'étais heureux d'y être confronté, car elles se produisaient chaque nuit. En me réveillant le lendemain matin, j'ai eu une réalisation frappante. En réalité, je n'hallucine pas chaque nuit et je n'arrivais pas à comprendre comment cela avait pu me sembler si normal sur le moment. La deuxième nuit, exactement la même chose se produit. Sensation étrange sur ma tête, je vais dormir, je me réveille en plein trip. Cette fois, je suis sur le ventre et je regarde les lumières de la tour de mon ordinateur sur le sol. Des symboles émanaient des couleurs bleues et oranges de ces lumières, et j'étais clairement en train de triper. Là encore, j'étais rassuré par l'idée que c'était normal, puis je me suis réveillé en réfléchissant à quel point il était étrange d'avoir pu le croire. La troisième nuit, je ne l'oublierai jamais. Elle a changé ma vie de façon radicale. Je me souviens m'être réveillé avec une image extrêmement vive de 3 êtres flottants devant moi. Leur peau était grise, leur tête grande et leur corps bien plus grand que la taille normale d'un humain. Il y avait une terre rocheuse sous nous, assez bien éclairée, peut-être par un ciel extrêmement étoilé au-dessus de moi, sans autre source de lumière visible. Cette image a traversé mes yeux pendant une fraction de seconde, puis je regardais le noir de mes paupières fermées. J'ai alors pris conscience de la sensation la plus incroyable que j'ai jamais ressentie.
Bien que je me sente localisé dans mon corps, il y avait une immensité. Les mots ne rendront jamais justice à cela, car je crains que ce soit une expérience trop subjective. Dans ma description, je ne peux l'aborder qu'avec une intuition tournée vers l'intérieur. La meilleure analogie que je puisse faire est celle de l'atteinte du nirvana au sens bouddhiste. Je me sentais connecté à tout ce qui existe, et je n'ai jamais vécu d'expérience aussi étrange depuis, du moins à ma connaissance. Je suis devenu obsédé par la compréhension de ce qui m'était arrivé. Je suis un universitaire, donc mes recherches m'ont conduit vers des domaines où un hémisphère de mon cerveau criait « pseudo-science », à l'autre, plus ouvert et curieux. La trêve entre mes deux modes de pensée a fini par se réduire à une seule vérité sur laquelle je pouvais pleinement m'accorder. Je ne sais rien et donc tout est possible. Au fil des années, j'ai trouvé des réponses qui m'ont permis d'être serein la nuit, mais qui me feraient malheureusement passer pour complètement fou auprès de quiconque à qui j'en parlerais. J'ai commencé à étudier les régressions dans les vies antérieures. Non, tout le monde n'était pas Abraham Lincoln ou Cléopâtre dans une vie passée, le channeling, les enlèvements, la méditation en transe et la projection astrale. D'abord, j'ai découvert que lors d'une expérience de channeling, une chercheuse, si l'on peut l'appeler ainsi, avait demandé à une entité supposée à quoi ressemblait une dimension supérieure. La réponse fut que cela ressemblait à une expérience chamanique. Comme si l'on était en plein trip. Ensuite, dans un autre livre sur le channeling, une race extrêmement avancée a été contactée et on lui a demandé comment elle entrait en contact avec des individus sur Terre. Il était suggéré que tous les enlèvements ne sont pas des rencontres physiques et que tous les enlèvements, ou autres formes de contact, ne sont pas négatifs. Je considère désormais que mon expérience s'est déroulée dans un état de rêve et que c'était une sacrément bonne expérience. Apparemment, ce groupe d'extraterrestres, si je dois accorder une quelconque validité à ce texte, contacte des individus pour les guider dans leur mission de vie, car ils ne sont pas à l'origine de la Terre. Eh bien, merde. D'une certaine façon, cela a du sens pour moi. Je sais que quelque chose d'extrême m'est arrivé durant ces 3 nuits. Cela me rappelle le film Contact avec Jodie Foster, et je me demande quand la concrétisation scientifique de notre espèce viendra encore bouleverser nos paradigmes. Peut-être que ce film deviendra un jour un classique de la science factuelle. Au lycée, j'avais un professeur de chimie qui était un homme très droit et respectable. Il entraînait aussi l'équipe de football dans laquelle je jouais. Ce n'était pas quelqu'un qui racontait des blagues ou des histoires inventées, et je n'ai jamais eu la moindre raison de douter de sa parole. Un jour, il nous a raconté une expérience qui lui était arrivée lorsqu'il était à l'université. Une nuit d'été particulièrement douce, dans le Rhode Island, il se promenait sur la plage avec sa petite amie, un ami à eux et le chien de cet ami. L'ambiance était calme, la mer était presque immobile et il n'y avait pratiquement personne sur la plage. À un moment, l'ami et son chien ont couru vers les dunes, laissant mon professeur et sa petite amie seuls près de l'eau. Ils se sont assis dans le sable et ont commencé à discuter tranquillement. C'est alors qu'une lumière très vive est apparue dans le ciel. Au début, elle se déplaçait lentement, comme un objet lointain. Puis, en quelques secondes, elle a semblé se rapprocher à une vitesse incroyable. La lumière est devenue de plus en plus grande, jusqu'à révéler une immense forme métallique. En moins d'1 minute, un gigantesque vaisseau spatial flottait au-dessus de l'océan, juste devant eux. L'objet est resté immobile pendant environ 30 secondes, sans produire le moindre bruit. Il ne faisait ni vent ni vague inhabituelle, comme si tout autour s'était figé. Ensuite, le vaisseau est reparti brusquement, s'éloignant à une vitesse impossible, rétrécissant rapidement avant de disparaître complètement à l'horizon. Mon professeur et sa petite amie étaient sous le choc, incapables de parler pendant plusieurs minutes. Quand l'ami et le chien sont revenus des dunes, ils n'avaient absolument rien vu ni entendu. De leur côté, la nuit était restée parfaitement normale. Cela a rendu la situation encore plus étrange, car il était clair que l'événement n'avait été visible que depuis la plage. Plus tard dans la nuit, mon professeur et sa petite amie sont allés chez les parents de celui-ci. Encore bouleversés, ils ont immédiatement raconté ce qu'ils avaient vu. Ses parents, très sceptiques, ont voulu vérifier s'il s'agissait d'une invention ou d'une illusion.
Ils ont eu une idée simple mais efficace. Ils ont séparé les deux témoins dans des pièces différentes, leur ont donné à chacun une feuille blanche et un stylo, et leur ont demandé de dessiner le vaisseau tel qu'ils s'en souvenaient. Lorsque les dessins ont été comparés, ils étaient identiques. La forme générale était la même, un large ovale, avec un anneau de lumière autour du centre et une lumière intense sous l'objet. Ils avaient même estimé presque de la même manière la taille du vaisseau et sa distance par rapport au rivage. À ce moment-là, les parents ont cessé de plaisanter, visiblement troublés par cette coïncidence parfaite. En nous racontant cette histoire en classe, mon professeur a repris le marqueur et a dessiné le vaisseau sur le tableau blanc pour que nous puissions mieux imaginer la scène. Le dessin correspondait exactement à ce qu'il avait décrit, et il parlait avec un sérieux qui rendait le récit encore plus marquant. Je ne sais pas si les enlèvements extraterrestres ou ce genre de phénomènes sont réels. Mais entendre ce professeur raconter cette histoire avec autant de conviction, de calme et de cohérence a laissé une forte impression sur toute la classe, et personne n'a osé se moquer de lui après cela. Tout d'abord, j'ai grandi dans une région considérée comme un point chaud à la fin des années 1970 et pendant les années 1980, dans le sud-ouest de l'État de Washington. Des groupes comme le MUFON venaient régulièrement dans la région pour observer les lumières et autres phénomènes. Les habitants parlaient de légendes locales appelées les Burnt Ridge Lights, des lumières qui se déplaquaient d'une manière défiant toute logique. Elles faisaient des virages brusques, s'envolaient soudainement à des vitesses folles, restaient immobiles en l'air, le tout sans aucun bruit. D'après ce que je sais, ces phénomènes ont cessé dans les années 1990. J'ai moi-même vu ces lumières plus d'une fois au cours de ma vie. Mais ce n'est que la partie visible de l'histoire. Notre voisin était un vieux fermier ivrogne et grossier qui affirmait que des extraterrestres atterrissaient tout le temps dans son champ. À cause de sa réputation, tout le monde l'ignorait complètement. Quand j'avais environ 3 ans, cependant, quelque chose d'étrange m'est arrivé. Voilà comment je m'en souviens. Je me suis réveillé parce que les lumières étaient allumées, ou du moins je le croyais. Je me suis rendu compte que la lumière venait en réalité des fenêtres. Des lumières vives, rouges, vertes, bleues et blanches. Elles ne clignotaient pas, elles changeaient simplement de couleur, du moins dans mon souvenir. Je me suis mis à traverser la maison en suivant ces lumières qui se déplaçaient autour, comme si quelque chose tournait autour de la maison à l'extérieur. Ce qui est inquiétant, c'est que pour rester aussi proche de la maison, ces lumières auraient dû traverser une remise et un arbre. Je m'en suis rendu compte bien plus tard. Sur le moment, cela ne me dérangeait pas. J'ai suivi les lumières jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, juste devant la chambre de mes parents. Mais il ne faisait pas sombre. Le soleil était levé, alors qu'il faisait clairement nuit quand je m'étais réveillé. Ma mère me regardait et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je parlais aux extraterrestres. Ce sont ses mots, pas les miens. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais elle affirme encore aujourd'hui que j'ai dit que je parlais aux extraterrestres. Peu de temps après, j'ai commencé à avoir des amis imaginaires qui apparaissaient dans mes rêves. C'étaient 2 autres enfants que je croyais vivre sous ma maison, dans une sorte de club secret. Je leur rendais visite souvent dans mes rêves. Puis, un jour, les rêves se sont arrêtés. Ce qui est étrange, c'est que ces enfants n'avaient aucun lien avec des personnes réelles. Ils ne ressemblaient à personne que je connaissais et leur nom ne correspondait à personne non plus. Ils s'appelaient Jamie et Joel. Je me souviens encore de leur nom. Je ne me rappelle pas précisément ce que nous faisions dans ces rêves, à part jouer ensemble. À chaque fois que je me réveillais, j'avais cette sensation de voler ou de tomber juste avant l'éveil. J'en étais même venu à attendre ce moment à cause de cette impression de vol. Avec le temps, j'ai oublié Jamie, Joel et les lumières étranges. Je voyais encore parfois les Burnt Ridge Lights en regardant des choses comme Star Wars ou Star Trek, mais ces événements de mon enfance s'étaient estompés. Jusqu'à la diffusion de l'X-Files. Je crois que c'était le tout premier épisode, celui où Mulder se souvient de l'enlèvement de sa sœur. Je regardais l'épisode avec mes parents et ma mère m'a demandé pourquoi je pleurais pendant la scène de l'enlèvement. Je ne m'en étais même pas rendu compte avant qu'elle ne le dise, tant j'étais absorbé par la série.
Les larmes coulaient sur mon visage. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'un adolescent souhaite vivre devant ses parents. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars avec de petits hommes gris dans ma maison. J'ai raconté ce cauchemar à une amie qui vivait aussi dans la région. Elle s'est mise à pleurer à son tour. Elle n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi, seulement qu'elle ne voulait plus en entendre parler. Je suis alors devenu obsédé et fasciné par les récits d'enlèvement, par X-Files et tout ce qui s'y rapportait, pendant des années. Je me demandais sérieusement si j'avais été enlevé quand j'étais enfant. À un moment, j'ai lu que certains enfants censés avoir été enlevés racontaient que les extraterrestres leur apparaissaient sous la forme d'enfants amicaux, de fées ou de personnages de dessins animés. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de Jamie et Joel, ce qui a ravivé une peur encore plus profonde liée aux enlèvements. Avec le temps, j'ai fini par passer à autre chose. J'ai simplement supposé que tout cela venait d'un mauvais rêve et d'une imagination très active. Mais vers 1996 ou 1997, j'étais de nuit chez un ami, sur Burnt Ridge. Nous étions dans son champ, près d'un petit feu, quand nous avons remarqué quelque chose de très grand se déplacer devant les étoiles. La forme était triangulaire. C'était noir, donc impossible de distinguer clairement ce que c'était, mais cela avançait lentement et sans bruit. Une masse triangulaire occultait les étoiles en passant au-dessus de nous. Une fois encore, la peur des enlèvements est revenue. J'étais persuadé qu'il venait pour moi. Je dois ajouter autre chose. Tout au long de ma vie, il m'est arrivé d'avoir des acouphènes avant de m'endormir. Mes oreilles se mettaient à bourdonner et je ressentais une angoisse inexplicable. Cela a fini par s'arrêter, juste avant que de véritables acouphènes apparaissent après mon passage dans l'armée. Ce qui m'amène à l'armée et à l'Irak. En 2003, alors que j'étais de garde avec 2 autres soldats, nous avons repéré ce que nous pensions être un satellite se déplaçant dans le ciel. Puis il s'est arrêté, est resté immobile et a commencé à descendre tout en devenant plus lumineux. Nous avons signalé l'observation, en pensant qu'on nous dirait que c'était l'un des nôtres. À la place, nous avons vu et entendu 2 avions de chasse arriver à une vitesse hallucinante pour tenter d'intercepter l'objet. Celui-ci est parti vers le sud si rapidement qu'il a laissé une traînée lumineuse. Les avions, à notre connaissance, ne l'ont pas rattrapé. Après mon second déploiement en Irak, on m'a fait passer des examens pour vérifier d'éventuelles commotions cérébrales. Lors d'une radiographie, ils ont repéré quelque chose de métallique à la base de mon crâne, près de la colonne vertébrale. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un petit éclat d'obus, ce qui est plausible puisque j'ai été blessé. Mais j'ai immédiatement pensé aux histoires d'implants. J'ai demandé s'il était possible de le retirer et ils m'ont répondu que c'était trop dangereux pour un objet aussi petit. Il fait à peu près la taille d'une bille de plomb. Au moins, je sais qu'il est là, car si je l'ignorais et que je passais une IRM, les conséquences seraient graves. Voilà mon histoire. Est-ce que je crois avoir été enlevé par des extraterrestres? Honnêtement, je n'en sais rien. J'aimerais de toutes mes forces croire que ce n'est pas le cas, car rien ne me terrifie plus que les gris. Il y a quelque chose chez ces petites créatures qui me glace le sang. Il m'arrive encore de faire des cauchemars à leur sujet. J'ai souvent envisagé une régression hypnotique, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. J'avais 12 ans à l'époque, et ma famille possédait un campement sur la rivière Tangipahoa, en Louisiane. Le seul moyen d'y accéder était par bateau. Si tu connais un peu la région, c'est le genre d'endroit qu'on voit parfois à la télévision dans des émissions comme X-Men ou Swamp People, avec des marais épais, sombres et presque étouffants une fois la nuit tombée. Ce soir-là, il n'y avait que mon oncle, mon cousin et moi. Nous repartions vers la mise à l'eau un dimanche soir. Le bateau dans lequel nous étions n'avait pas de lumière fonctionnelle. Pour voir où nous allions, mon oncle tirait de temps en temps une fusée éclairante. C'était un homme un peu fou, du genre à prendre des risques sans trop réfléchir, et il est décédé depuis. Le problème, c'est que le trajet durait environ 2 heures, et nous avons rapidement épuisé les fusées que l'on pouvait tirer. À partir de là, la situation est devenue plus tendue. Nous étions entrés dans une portion beaucoup plus étroite de la rivière. Je me suis retrouvé à l'avant du bateau,
tenant une fusée éclairante classique à la main pour éclairer le chemin. J'essayais surtout de ne pas me brûler, pendant que mon petit cousin commençait à paniquer à cause de l'obscurité et des bruits du marais autour de nous. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Sur la gauche, dans le marécage, 2 grandes sphères lumineuses sont apparues. Elles brillaient d'une lumière intense, pas comme des lampes ou des reflets. Presque aussitôt, une 3e sphère est apparue sur la droite. J'étais tellement concentré sur la fusée que j'ai mis quelques secondes à réaliser ce que je voyais vraiment. Mon cousin, lui, a commencé à crier, persuadé que quelque chose nous suivait. Pendant environ 10 minutes, ces lumières se sont déplacées à travers le marais, parallèlement à notre progression. Elles ne semblaient pas flotter au hasard. Elles avançaient de manière contrôlée, évitant les arbres et l'eau, comme si elles connaissaient parfaitement le terrain. Puis, lentement, elles se sont élevées et ont pris position au-dessus de la rivière. Les 3 sphères se sont alignées pour former un triangle juste au-dessus de nous. Il était difficile d'estimer leur hauteur exacte, mais elles étaient clairement visibles et impossibles à ignorer. À partir de ce moment-là, elles nous ont suivis jusqu'à la fin du trajet. Peu importe les virages de la rivière ou la vitesse du bateau, elles restaient là, silencieuses, toujours au-dessus ou légèrement autour de nous. Mon oncle ne disait presque rien, mais je voyais à sa manière de tenir le gouvernail qu'il était nerveux. Le marais, habituellement bruyant la nuit, semblait étrangement calme. Dès que nous avons atteint la mise à l'eau et que le bateau a ralenti, les lumières ont disparu. Elles ne se sont pas éteintes progressivement. Elles étaient simplement là une seconde, puis absentes la suivante. Comme si elles n'avaient jamais existé. Cela s'est produit il y a environ 18 ans, mais c'est une chose que je n'oublierai jamais. Je parle rarement de cette histoire et je la garde généralement pour moi, parce que je sais à quel point elle peut sembler difficile à croire. Je vais commencer par préciser que je suis un ancien militaire. J'ai été affecté à proximité de bases aériennes, je connais les types d'aéronefs utilisés par l'armée, la manière générale dont ils volent, où ils opèrent, et surtout le niveau de bruit que produit tout ce qui vole grâce à un moteur à combustion interne. J'ai déjà vécu un épisode de paralysie du sommeil une seule fois. J'ai fermé les yeux, je me suis rendormi et je me suis réveillé normalement. Je ne me sens pas étrange, je n'ai pas l'impression d'avoir été enlevé, ni d'avoir quoi que ce soit d'implanté en moi. Je me souviens très rarement de mes rêves et je n'ai aucun souvenir de sonde ou d'enlèvement dans ceux dont je me rappelle. Lieu, nord-est de l'Ohio, parc national de la vallée de Cuyahoga. La date exacte est la seule chose dont je ne suis pas sûr. C'était l'été dernier, il faisait assez chaud pour se baigner et la nuit était claire. Un ami et moi avons un endroit discret pour nager, non loin d'un foyer où l'on fait parfois du feu. Nous y allons souvent pour camper et nous empruntons encore plus fréquemment les sentiers de randonnée. En revenant de l'eau, encore trempé, je pourrais probablement retrouver le même morceau de sol dur, où l'herbe ne pousse pas, que j'ai senti sous mes pieds nus juste avant que cela n'arrive. Mon ami a tendu le bras et m'a tapé le bras en disant « C'est quoi ce bordel ?» Il regardait déjà exactement la même chose que moi. Je l'ai à peine regardé, mais je pouvais voir que ses yeux étaient fixés sur l'objet lui aussi. Nous étions dans une clairière, avec le bassin d'un côté et le foyer de l'autre. La clairière s'étendait sur plusieurs terrains de football dans chaque direction et nous étions à peu près au milieu. Nos yeux étaient rivés vers le ciel. Les poils se sont dressés sur ma nuque et j'étais incapable de refermer la bouche. L'objet est passé presque directement au-dessus de nous, peut-être légèrement au-dessus de nos épaules droites, en direction du sud. Sa vitesse était lente pour un objet volant. Je n'ai jamais vu une hélice unique aller aussi lentement, sauf lors d'un atterrissage. Or, cet objet n'atterrissait pas. En réalité, il ne semblait modifier ni son roulis, ni son tangage, ni son lacet. Il restait à une altitude constante de quelques centaines de pieds au-dessus du sol et avançait parfaitement en ligne droite. Alors, qu'était cette chose? Ce n'était pas la classique boule de lumière, mais on pouvait clairement la voir. Elle avait une lueur faible, c'était un objet parfaitement sphérique, assez grand. Pour donner une idée de la taille, je dirais que son rayon équivalait à environ la moitié de l'envergure d'un avion de ligne.
Sa couleur principale était un vert clair avec une certaine iridescence. Nous pouvions distinguer ses contours contre le ciel nocturne, net et bien défini, sans flou. Le pire, c'est qu'il n'y avait aucune lumière derrière lui et qu'il ne produisait absolument aucun son. L'objet a glissé silencieusement vers l'horizon et a simplement quitté notre champ de vision. Peu de temps après la disparition de cette chose silencieuse dans les airs, absolument tous les coyotes de la vallée se sont mis à hurler. Les hurlements ont duré longtemps. C'était le concert le plus long, le plus fort et le plus dense de cris de chiens que j'ai jamais entendu. Nous sommes restés assis près du feu pendant très longtemps, en écartant tour à tour les hypothèses comme une roche cosmique traversant l'atmosphère ou n'importe quel type d'aéronef fabriqué par l'homme que l'un de nous aurait pu imaginer. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai connu des épisodes de paralysie du sommeil ainsi que des rêves impliquant des extraterrestres, aussi bien des gris que des êtres à l'apparence humaine. Avec le temps, ces expériences sont devenues presque familières, mais 2 événements en particulier se démarquent nettement de tous les autres. Une nuit, vers 1998 ou peut-être 1999, je me suis réveillé dans une pièce totalement sombre. Je n'étais pas paralysé et j'étais pleinement conscient. Je ne distinguais presque rien autour de moi, si ce n'est l'obscurité et le fait que j'étais allongé sur une sorte de table. Ce qui comptait vraiment, c'était ce que je voyais au-dessus de moi. Un gris se tenait sur ma droite et me regardait fixement. J'ai été immédiatement saisi de panique. Mon corps s'est mis à trembler de manière incontrôlable et, sans réfléchir, je me suis retourné vers lui au lieu de m'éloigner. En roulant sur le côté, j'ai croisé son regard. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a marqué à vie. Il y avait dans ses yeux une intelligence profonde, écrasante, impossible à comparer à celle d'un être humain. En même temps, le noir de ses yeux ressemblait à une ouverture sur un univers sombre rempli d'étoiles. Cette vision n'a duré qu'une seconde, mais elle m'a donné une sensation presque spirituelle, comme si quelque chose cherchait à communiquer sans mots. Lorsque j'ai terminé mon mouvement et que je me suis recroquevillé en boule, terrifié, j'ai entendu une voix directement dans ma tête. Elle a simplement dit de retourner dormir. Immédiatement après, j'ai perdu connaissance. Tout s'est arrêté là. C'était à la fois l'instant le plus effrayant et le plus profondément marquant de toute ma vie. Au réveil, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé, mais aucun souvenir de rêve classique ne correspondait à cette expérience. L'autre élément, peut-être encore plus troublant sur la durée, concerne une jeune femme blonde qui apparaissait régulièrement dans mes rêves. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, était mince, portait toujours des vêtements blancs qui ressemblaient à un tissu de robe de mariée transformé en simple tenue. Elle mesurait environ 1,70 m, avait les cheveux blonds, lisses et arrivant aux épaules. Ses rêves revenaient sans cesse et étaient presque toujours liés à une présence extraterrestre ou à des situations étranges. À cette époque, mes parents vivaient de manière très isolée et socialement fermée. J'étais au lycée et nous recevions rarement des visiteurs. Je précise aussi que j'étais la seule personne blonde dans toute ma famille. Sur le moment, je n'ai pas accordé trop d'importance à ces rêves récurrents. Puis quelque chose a changé. J'ai commencé à trouver des cheveux blonds partout dans la maison de mes parents. Cela a duré environ 1 an, entre 1999 et 2000. J'en trouvais régulièrement, parfois en grande quantité. Ce qui me dérangeait le plus, c'était l'endroit où ils apparaissaient. Ils semblaient toujours placés là où moi seul pouvais les remarquer. Certains étaient tissés dans des vêtements, d'autres formaient des nœuds complexes, et un jour j'ai même vu un cheveu tomber littéralement de nulle part devant mes yeux. Aucun d'entre eux ne correspondait à quelqu'un que je connaissais, et encore moins à une personne qui aurait pu entrer dans la maison. Pendant longtemps, j'ai essayé d'ignorer ces faits. 13 ans plus tard, j'ai finalement décidé de faire analyser quelques-uns de ces cheveux. Les résultats m'ont sidéré. Ils appartenaient à une femme d'origine lituanienne. À ma connaissance, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit venant de Lituanie. Pour éliminer toute possibilité de contamination, j'ai fait analyser mon propre ADN. Nous partageons quelques marqueurs, mais il est clair que nous ne sommes pas la même personne. L'ascendance lituanienne est de loin la correspondance la plus forte pour ses cheveux,
alors qu'elle apparaît très loin dans la liste de mes propres origines possibles. Je prévois de faire d'autres analyses lorsque j'en aurai les moyens, car ce genre de test reste coûteux. Je suis conscient que quelques cheveux ne constituent pas une preuve définitive. Pourtant, un détail supplémentaire m'intrigue. Un homme nommé Peter Coury a affirmé avoir trouvé des cheveux supposément liés à des extraterrestres, et l'un des éléments notables était la présence d'un gène de résistance au VIH. Or, une partie de la population lituanienne possède également ce gène. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais l'enchaînement de ces expériences, les rêves, les rencontres, puis ces preuves matérielles inattendues, a profondément changé ma manière de voir ces phénomènes. Il y a environ 8 ans, un ami et moi étions dehors quand j'ai remarqué une lumière verte très semblable à celle d'un avion. Elle ne clignotait pas et se dirigeait vers le sol avec un angle d'environ 60 à 65 degrés. D'après mon estimation, elle se déplaçait probablement à une vitesse comprise entre 200 et 250 miles par heure. Je l'ai montré à mon ami et, pendant qu'il regardait, l'angle est devenu encore plus prononcé, proche de 70 degrés, comme une plongée très raide. La lumière a disparu derrière la ligne des arbres et j'ai regardé mon ami en disant que je pensais que nous venions d'assister au crash d'un avion. Nous avons attendu d'entendre le bruit de l'impact, car l'objet semblait se trouver à seulement un demi-mile ou 3/4 de mile de nous. Rien ne s'est produit. Nous avons fini par en conclure que c'était sûrement un pilote de petit avion complètement imprudent. 10 à 15 minutes plus tard, j'ai remarqué que la lumière était réapparue. Elle semblait se trouver à environ 1500 pieds du sol, à moins d'un demi-mile de distance. Je l'ai de nouveau montré à mon ami et nous l'avons observé. La lumière est restée parfaitement immobile en vol stationnaire, puis elle s'est déplacée lentement derrière la ligne des arbres avant de disparaître. À ce moment-là, nous savions que ce n'était pas un avion ordinaire. Nous nous sommes regardés et avons dit que si ce truc revenait, nous rentrerions immédiatement à l'intérieur. 5 minutes plus tard, elle est revenue, cette fois plus à gauche, beaucoup plus proche, à peut-être 500 pieds d'altitude et environ 750 pieds de nous. Nous l'avons fixée jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et dès que ce fut le cas, nous avons couru à toute vitesse pour rentrer chez moi. Une autre fois, je traînais avec mon ami Bob près du bassin versant local, car à la campagne c'est à peu près le seul endroit où l'on peut discuter tranquillement sans que la police vienne déranger. Nous étions assis à parler quand j'ai remarqué une lumière blanche, à peine plus grande qu'une étoile, se déplaçant très rapidement dans le ciel. J'estimerais sa vitesse entre 1200 et 1500 miles par heure. Je me demandais ce que cela pouvait être quand j'ai pensé qu'il s'agissait sûrement de la station spatiale. J'avais entendu dire qu'on pouvait la voir certaines nuits et je savais qu'elle se déplaçait vite. À peine avais-je dit à Bob que je pensais que c'était l'ISS que la lumière s'est soudainement arrêtée. Immédiatement après, nous avons commencé à voir des éclairs blancs, un peu comme des éclairs d'orage sans les traits lumineux. Cela illuminait une zone, mais ce n'était pas toute la ligne d'horizon et la lumière était blanche. Je l'ai signalé à Bob, puis nous avons mis cela de côté et continué à observer la lumière dans le ciel. Nous avons regardé pendant environ 20 minutes cette lumière se déplacer de 2 à 3000 pieds à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, dans toutes les directions possibles. À chaque déplacement, elle parcourait une distance énorme en une fraction de seconde, partant d'un arrêt total, couvrant selon notre estimation 2 à 3000 pieds, puis s'arrêtant net instantanément. C'était incroyable à voir. Ensuite, nous avons remarqué des avions qui faisaient des passages près de cet objet. Il volait beaucoup plus bas que lui et à environ les 3/4 de sa vitesse. Nous avons vu le premier apparaître à l'horizon et suivre sa trajectoire. Lorsqu'il atteignait le milieu de son parcours, un autre avion apparaissait à l'horizon, à la même altitude, dans la même direction et à la même vitesse. Puis, lorsque le premier disparaissait à l'horizon, un troisième apparaissait, suivant exactement le même trajet. Nous avons observé ces passages et j'en ai compté 12. Il est possible qu'il n'y en ait eu que 6, certains tournant hors de notre champ de vision, mais j'en ai bien vu 12 emprunter exactement la même route près de cet objet. Pendant tout ce temps, la lumière passait d'un état totalement immobile à des déplacements en zigzag, à des montées et descentes verticales, ainsi qu'à des déplacements horizontaux sur de longues distances à une vitesse extrême, avec une accélération et une décélération apparemment instantanées.
Les éclairs blancs que j'avais remarqués plus tôt et auxquels nous ne prêtions pas trop attention sont devenus de plus en plus lumineux et de plus en plus proches à mesure que les avions continuaient de passer près de l'objet. Au début, les flashs semblaient se produire à 3 ou 4 miles de distance, mais au moment où nous avons décidé de partir, ils étaient à moins d'1 mile de nous. Nous pouvions voir toute la rive du bassin versant, distinguer les arbres et l'herbe. C'était comme de la foudre de chaleur, mais ressemblant davantage au flash d'un appareil photo. Lorsqu'ils sont devenus aussi proches, nous sommes partis en toute hâte. Une fois à environ 1 mile de là, à vol d'oiseau, nous avons regardé en arrière et la lumière avait disparu. Cette expérience a été vraiment étrange pour moi. Je ne vais pas dire qu'il s'agissait d'extraterrestres dans l'un ou l'autre cas, mais sans aucun doute, les deux objets que j'ai vus présentaient des caractéristiques de vol dont je n'ai connaissance ni dans le domaine civil ni dans le domaine militaire. Cela ne veut pas dire que je sais tout, mais je suis convaincu qu'il s'agissait de quelque chose que l'on peut qualifier d'ovni. Il y a quelques années, mon frère et moi promenions ces deux chiens dans une zone rurale de la Nouvelle-Angleterre. C'était un itinéraire que nous avions parcouru des centaines de fois, notre promenade nocturne habituelle. Il faisait nuit depuis plusieurs heures. Nous marchions tranquillement en discutant, sans nous presser, quand j'ai remarqué un éclair de lumière très vive traverser tout le ciel. Je n'ai rien dit sur le moment. Ce n'était pas la première fois que je voyais ce genre de choses, et je savais que les yeux peuvent jouer des tours lorsqu'on passe d'un environnement éclairé à une faible luminosité. Environ 30 secondes plus tard, mon frère a rompu le silence en me demandant si j'avais vu ça. J'ai ri et répondu que oui, mais que ce n'était sûrement rien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Nous avons continué à marcher encore une vingtaine de pieds. Puis, sans aucun avertissement, un bruit nous est tombé dessus. C'était comparable au grésillement d'une vieille télévision réglée sur une chaîne sans signal, mais amplifiée à un niveau assourdissant. Le son était si fort que nous ne pouvions même pas nous entendre hurler l'un à l'autre, malgré le fait que nous crions de toutes nos forces. Les chiens se sont mis à tirer sur leurs laisses, paniqués, les oreilles plaquées contre la tête. Ce bruit a duré environ 10 secondes, peut-être un peu plus, puis il s'est arrêté net. Le silence qui a suivi était presque irréel. On aurait dit que le monde s'était figé. Je me souviens avoir réalisé que je n'avais même pas eu le temps de respirer correctement. Et c'est là que la partie la plus terrifiante a commencé. Des deux côtés de la route, dans la lisière des arbres, quelque chose s'est mis à bouger. On aurait dit que des milliers de petites créatures couraient en même temps. Le sol vibrait légèrement sous nos pieds. Les feuilles, les branches et les broussailles s'agitaient comme si une vague invisible traversait la forêt. On entendait clairement une sorte de ruée, semblable à une fuite massive d'animaux, mais trop coordonnée pour être normale. Mon frère et moi nous sommes regardés une fraction de seconde, sans dire un mot. Par réflexe, nous avons sorti nos armes. Nous les emportions toujours lors de ces promenades, car nous avions déjà eu plusieurs rencontres avec des coyotes et même des ours dans le coin. Cette fois-ci, pourtant, la menace semblait différente. Nous avons fait demi-tour et nous avons couru aussi vite que possible vers la maison, à environ un quart de mile de là. Pendant toute la course, nous avions la certitude que ces choses nous suivaient. Nous les entendions rester à notre hauteur, parfois se rapprocher, parfois s'éloigner légèrement, mais jamais disparaître. Malgré la lumière de nos lampes et la clarté de la lune, nous n'avons jamais rien vu. Aucun reflet d'yeux, aucune silhouette distincte, seulement ce mouvement constant dans la végétation. Quand nous sommes enfin arrivés à la maison et que nous avons refermé la porte derrière nous, le bruit s'est arrêté. Le silence est revenu d'un coup, comme si rien ne s'était passé. Les chiens tremblaient encore et refusaient de sortir pendant le reste de la nuit. Nous avons vérifié autour de la propriété, mais il n'y avait aucune trace, aucun signe évident de passage. Encore aujourd'hui, il nous arrive d'en reparler après quelques bières, en essayant de comprendre ce que nous avons vécu cette nuit-là. Nous avons envisagé toutes sortes d'explications possibles, des animaux aux phénomènes naturels, mais rien ne colle vraiment. Ce qui nous trouble le plus, c'est ce sentiment partagé d'avoir été poursuivi par quelque chose d'intelligent, invisible, et parfaitement conscient de notre présence. Et malgré le temps qui a passé, aucun de nous n'a jamais eu envie de refaire cette promenade après la tombée de la nuit.
D'abord, un peu de contexte. Je suis un homme, je vis en Lettonie et mon père est chasseur. Il nous arrive de partir chasser ensemble le week-end. Avant l'ouverture officielle de la saison de chasse en automne, quand tout le groupe ou le club de chasse se réunit, nous allons parfois chasser seuls. Lors de l'une de ces sorties, le 9 août 2013, nous étions sur le point de terminer la chasse, car la nuit avait été plutôt calme. Il était quelques minutes après minuit, mais j'attendais l'appel de mon père, qui me dit habituellement de rassembler mes affaires pour rentrer, comme décharger le fusil, le remettre dans son étui, plier la chaise et le trépied qui aide à viser. Logiquement, je commençais à m'ennuyer. Mon père se trouvait à environ 100 à 200 mètres de moi et il n'y a pas grand-chose à faire au milieu d'un champ de blé. Je me suis donc mis à regarder autour de moi et à observer le ciel. La nuit était assez dégagée et les étoiles étaient bien visibles. Les nuages semblaient plutôt bas et peu denses. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui ressemblait d'abord à une étoile, pulsant dans le ciel. Je ne distinguais pas les couleurs immédiatement. En regardant de plus près, je me suis rendu compte que la lumière ne faisait pas que pulser, elle clignotait. Je me suis dit que c'était sûrement un avion. Cela semblait logique, car la lumière se déplaçait sur une trajectoire assez linéaire dans le ciel, un peu plus rapidement que la vitesse à laquelle les avions de ligne semblent voler lorsqu'ils approchent d'un aéroport. Cette vitesse était bien sûr seulement une impression, basée sur l'angle de déplacement par rapport à moi sur une période donnée, puisque je n'avais aucune idée de la distance réelle et que je ne voulais pas faire de suppositions hasardeuses. J'ai donc supposé qu'il s'agissait d'un type d'aéronef volant à basse altitude. Ce qui était étrange, c'est que je n'entendais absolument rien. Comme l'objet semblait rapide, je pensais que je devrais pouvoir l'entendre, mais aucun bruit ne se faisait entendre, même après avoir tendu l'oreille pendant plusieurs secondes. D'habitude, le son des avions de ligne arrive avec un décalage de 4 à 8 secondes après ce que l'on voit. Cela a encore plus éveillé mon intérêt. J'ai alors levé mon fusil pour l'observer à travers la lunette, réglable de 3,5 à 10 fois. L'objet était assez petit, d'après ce que je pouvais voir, et semblait bien être un aéronef, car je distinguais presque la forme du fuselage, même si la silhouette restait floue pour une raison inconnue. Il semblait émettre en permanence une lumière rouge pulsante et posséder des feux verts clignotants. Il donnait aussi l'impression de voler vers moi ou de s'éloigner, ou parfois de rester presque immobile pendant de courts instants. J'ai alors pensé qu'il pouvait s'agir d'un hélicoptère ou de quelque chose de similaire. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée qui me paraissait intelligente sur le moment. Mon fusil est équipé d'un laser vert, que j'utilise parfois pour mieux observer les sangliers sans les effrayer, même si ce n'est pas vraiment légal ici. J'ai donc ajusté le laser pour que le faisceau soit plus étroit et porte plus loin, puis je l'ai pointé vers les nuages. Rien ne se passait, ce qui me laissait penser que si je pouvais illuminer l'objet volant, j'aurais une estimation approximative de son altitude. J'ai alors pointé le laser vers l'objet, et c'est là que les choses sont devenues vraiment étranges. Rien ne se produisait. Je n'arrivais pas à l'illuminer, ce qui me faisait penser qu'il devait être plus éloigné. Mais j'ai alors remarqué quelque chose. L'objet a commencé à tourner et, après quelques secondes, il s'est mis à voler droit vers moi à la même vitesse qu'auparavant. À ce moment-là, j'étais en train de paniquer et, même s'il se rapprochait beaucoup, je n'entendais toujours aucun bruit. Je me suis agenouillé au sol pour mieux stabiliser le fusil, car mes mains tremblaient violemment. Puis l'objet a survolé directement ma position. Le laser, que je continuais de pointer sur lui, a alors éclairé son fuselage, ce qui m'a confirmé qu'il volait plus bas que les nuages. Dire que j'avais peur serait un euphémisme, mais j'ai quand même réussi à bien l'observer. Il avait 2 feux verts clignotants, un à l'arrière et un au bout d'une aile, ainsi que plusieurs lumières rouges rondes et pulsantes sur le dessous, 3 ou 4, et une autre sous chaque aile. Il ressemblait un peu à un A-10 avec des ailes carrées, même si je n'ai pas bien vu la partie arrière, comme s'il n'y avait pas de surface de contrôle visible, ni dérive ni gouverne. Malgré cela, la forme exacte du fuselage restait difficile à distinguer, probablement à cause de l'intensité des lumières. Je n'ai vu aucune fenêtre, ou du moins rien qui semblait éclairer de l'intérieur.
Même si j'ai enlevé la sécurité de mon arme lorsqu'il était juste au-dessus de moi et que mon doigt s'est dangereusement rapproché de la détente, j'ai rapidement réalisé à quel point cette idée aurait été stupide. On ne pense pas toujours de manière rationnelle sous le stress. L'objet a survolé ma position en environ 6 secondes, et pourtant je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu être totalement silencieux. Fait intéressant, il n'a pas disparu brusquement comme on l'entend souvent dans les récits d'OVNI. En s'éloignant, je pouvais le voir s'incliner légèrement et effectuer de courbes douces. J'ai sorti mon smartphone et essayé de le filmer, avec et sans le laser, directement et à travers la lunette, mais je n'ai obtenu que de l'obscurité et, sur l'une des vidéos, une légère traînée lumineuse pendant 1 ou 2 secondes. La résolution vidéo de 320 par 240 n'a clairement pas aidé. L'objet a complètement disparu de ma vue environ 8 minutes après le début de l'enregistrement de la première vidéo. Quoi qu'il en soit, cet événement m'a profondément marqué. En plus d'avoir été tellement effrayé que je n'arrivais même pas à remettre dans le chargeur la cartouche que j'avais ensuite retirée de la chambre, je n'avais jamais vu un tel aéronef, en supposant bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination étrange due à des gaz des marais. 10 minutes plus tard, mon père m'a appelé. Dans la voiture, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il était déçu que je gaspille les piles du laser en le pointant partout. Il n'a même pas pensé à lever les yeux vers le ciel pour voir ce que j'essayais d'éclairer. Même si je n'ai pas vécu ce que l'on appelle habituellement une histoire d'enlèvement, j'ai le sentiment d'avoir établi un contact avec une espèce reptilienne dotée d'une peau néon fluorescente et capable de communiquer par télépathie. Comme tu l'as sans doute compris, il s'agit du récit de ma brève expérience avec le DMT. Je vais reprendre depuis le début. J'étais assis dans un sous-sol humide et mal aéré, un endroit chargé d'une énergie lourde, accumulée par des années d'excès, d'hédonisme et de comportements déviants. Tout cela semblait concentré dans cet espace clos, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé ce qui s'y était passé. Nous étions 3 personnes réunies pour partager ce que certains considèrent comme un sacrement. Chacun avait sa propre pipe, chargée d'un mélange d'herbe et de DMT, afin d'éviter que la substance ne tombe à travers le foyer avant d'atteindre nos poumons. J'ai commencé à fumer. La première bouffée m'a immédiatement enveloppé d'un sentiment de confort et de légèreté. Toute anxiété avait disparu et je me sentais prêt, presque impatient, de continuer. J'ai enchaîné sans hésiter. La deuxième bouffée a plongé la pièce dans une sorte de brume sépia. Les couleurs se sont ternies, comme si la réalité passait à travers un filtre ancien. J'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. Le temps ne semblait plus s'écouler de la même façon pour chacun. J'avais l'impression qu'il y avait 5 individus dans la pièce, alors que nous n'étions que 3, comme si d'autres présences s'étaient superposées à la nôtre. À la 3e bouffée, tout a disparu. La pièce, le sous-sol, les autres personnes, tout s'est effacé. En regardant le mur devant moi, la réalité s'est dissoute comme sous l'effet d'un vieux filtre vidéo, et je me suis retrouvé ailleurs. C'était un lieu régi par un langage nouveau, quelque chose que je ne peux décrire autrement que comme une conscience universelle. Je comprenais sans mots, sans phrases, uniquement par sensation et intuition. Pendant un bref instant, j'ai eu la sensation de revenir dans mon propre corps, de regarder à travers mes yeux. Puis, dans ma tête, j'ai entendu une voix de femme. Elle m'a dit de la regarder et de ne pas avoir peur, en précisant que nous avions très peu de temps. Avant même que je puisse réagir, elle m'a attiré dans son monde. Là-bas, elle m'a guidé à travers un univers néon, rempli d'éléments fluorescents en perpétuelle transformation. Rien n'était figé. Les formes changeaient, se repliaient sur elles-mêmes, se recomposaient sans cesse. Elle ne me parlait pas comme on le ferait avec des mots. Elle essayait de me transmettre des idées, notamment celles du savoir pur, en utilisant uniquement des formes et des mouvements. J'avais le sentiment qu'elle tentait de m'enseigner quelque chose de fondamental, comme si elle voulait me montrer une vérité que l'esprit humain n'est pas censé retenir très longtemps. À un moment, j'ai senti que le lien s'affaiblissait. Elle m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rester, que ce que je voyais devait être oublié en grande partie pour que je puisse continuer à vivre normalement. Puis tout s'est effondré d'un coup. Je suis revenu dans mon corps, assis dans ce sous-sol, avec une sensation de vide et de perte impossible à expliquer.
Depuis cette expérience, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai l'impression d'avoir entrevu quelque chose d'immense sans pouvoir l'intégrer à ma vie quotidienne. Pour faire taire ce sentiment, j'ai commencé à boire de plus en plus. Ce que je vais vous raconter ne parle pas d'une observation d'OVNI que j'aurais faite moi-même, mais de ce que mon grand-père jure être vrai et avoir vécu à l'époque. Cette histoire m'a aussi été racontée de la même manière par d'autres personnes âgées de la même génération que lui. Tous affirment que c'est vrai et je ne trouve aucune raison de penser qu'ils mentiraient tous. Il faut garder à l'esprit que mon grand-père et les autres anciens disent que cela s'est produit entre 1935 et 1945 environ. Ils ne sont pas certains de l'année exacte parce qu'ils ne prêtaient pas vraiment attention aux dates du calendrier. Ils vivaient dans des villages du nord de l'Irak, où la technologie et la modernité étaient très limitées à cette époque et dans cette région. Un peu de contexte maintenant. Pendant les étés dans le nord de l'Irak, les hommes des villages passaient leur temps à travailler les terres agricoles, construire des maisons et des structures, développer de nouvelles parcelles et surtout à produire de la nourriture pour leurs familles. Les femmes s'occupaient de toutes les tâches domestiques, cuisinaient, préparaient les enfants pour l'école et veillaient à ce que tout soit prêt pour que les maris puissent partir travailler. Lorsque l'hiver arrivait, plus personne ne cultivait ni ne travaillait à l'extérieur, car les villages se trouvaient à une altitude plus élevée dans les montagnes. La neige et le froid empêchaient la majorité des activités en plein air et les habitants restaient à l'intérieur en vivant de ce qu'ils avaient récolté durant l'été. L'hiver était aussi la période idéale pour se marier et absolument tout le monde se mariait en hiver. C'est à partir de là que commence l'histoire que mon grand-père m'a racontée. Mon grand-père se trouvait dans le bâtiment de réception et profitait du repas de mariage. Le chanteur mettait apparemment beaucoup trop de temps à revenir après être allé se soulager, vraisemblablement pour faire ses besoins. À l'époque, dans le nord de l'Irak des années 1930, il n'y avait pas les installations sanitaires que nous connaissons aujourd'hui. Pour aller aux toilettes, il fallait sortir, marcher environ 5 minutes jusqu'aux zones prévues pour les déchets, creuser un trou, s'accroupir, faire ses besoins, puis reboucher le trou et revenir. Le chanteur était donc absent depuis environ 1 heure ou plus, ce qui rendait les invités curieux et certains commençaient à s'inquiéter. Mon grand-père sort et remarque des empreintes de pas dans la neige allant dans une seule direction. Toutes les autres traces qu'il voyait étaient dans les deux sens, montrant que les gens allaient et revenaient de l'endroit où ils se rendaient. Finalement, il constate que les empreintes s'arrêtent net et qu'il n'y a aucune autre trace autour de l'endroit où il se tient. Pas de marque indiquant qu'il se serait accroupi, pas de trou, rien. Il retourne au mariage et environ une demi-heure plus tard, le chanteur franchit l'entrée. Le marié était furieux et se mit à crier en demandant où il avait bien pu être. Certaines femmes pleuraient en panique, pensant qu'il avait pu glisser ou se casser quelque chose. Tout le monde était curieux et mon grand-père remarqua que le chanteur avait le teint un peu pâle. Après s'être un peu réchauffé, le chanteur raconta ce qu'il avait vécu. Voici ce qu'il aurait dit, avec de légers ajustements dus à la traduction. Il expliqua qu'il avait dit aux autres musiciens qu'il allait se soulager dehors. Il marchait à la recherche d'un endroit quand il fut soudainement approché par derrière par 2 figures. Elles lui demandèrent s'il voulait aller très loin. Il leur demanda ce qu'elles entendaient par loin. Les 2 figures répondirent en proposant la Chine. Elles avaient au-dessus d'elles un véhicule flottant qui descendit plus près du sol. Elles le prirent par le bras et il entra avec elles. Ils s'envolèrent alors très haut et très vite. Finalement, ils arrivèrent à destination. Il descendit et se promena un peu dans la campagne. Il retourna ensuite voir les 2 figures et leur dit qu'il voulait rentrer. Elles acceptèrent, le ramenèrent et le déposèrent avant de repartir à toute vitesse. Il rentra ensuite à pied et se retrouva de nouveau au mariage. Certaines personnes pensaient que le chanteur avait trop bu et racontait n'importe quoi. Tout le monde était soulagé de le voir sain et sauf et la fête reprit, mais la plupart considéraient son récit comme totalement absurde. La partie étrange survient lorsque le chanteur montra quelque chose aux invités. Apparemment, il avait cueilli un bouquet de fleurs avant de retourner vers le véhicule. Tout le monde fut choqué, car il était absolument impossible que ces fleurs proviennent du nord de l'Irak en plein hiver. Tout était recouvert de neige et cette plante n'aurait jamais pu pousser dans les montagnes sous un climat aussi rude.
Libre à chacun d'y croire ou non, mais mon grand-père et les autres anciens jurent que c'est vrai. Tous ont vu les fleurs et elles n'étaient pas fausses. C'étaient de vraies fleurs. J'aimerais pouvoir dire que j'ai des preuves, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que je peux affirmer, c'est que cela s'est réellement produit. J'avais 19 ans à l'époque et je vivais à la campagne, dans l'est du Canada, chez la famille de ma petite amie. Ce soir-là, elle était sortie avec des amis. Je me retrouvais seul dans la maison avec sa mère, puisque son père travaillait de nuit. J'étais à l'étage en train de lire quand le chien, attaché dehors, s'est mis à aboyer de façon complètement incontrôlable. Il grognait, tirait sur sa chaîne, hurlait comme s'il était en détresse. J'ai pensé qu'un autre animal s'était introduit sur le terrain et qu'une bagarre avait éclaté. J'ai descendu les escaliers en courant, enfilé mes bottes et je suis sorti pour intervenir. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu la chair de poule. Le bruit était irréel. Tous les chiens des environs semblaient s'être réveillés en même temps. Des aboiements, des gémissements et des hurlements venaient de toutes les directions, comme si quelque chose avait déclenché une réaction en chaîne sur plusieurs kilomètres. J'ai à peine eu le temps de me demander ce qui se passait que j'ai levé les yeux. Au-dessus de la ligne des arbres, à une distance que j'estime entre un demi-kilomètre et 1 kilomètre, un objet flottait dans le ciel. Il n'émettait aucun son. La seule façon que j'ai de le décrire, c'est comme une boule à facettes. Il était parfaitement rond et, vu de là où je me trouvais, il avait à peu près la taille d'une gomme au bout d'un crayon. Sa surface semblait réfléchir la lumière de façon irrégulière, comme si elle tournait lentement. L'objet se déplaçait doucement de gauche à droite, puis légèrement vers le haut et vers le bas. Il restait visible une dizaine de secondes, puis disparaissait brusquement. Une seconde plus tard, il réapparaissait à un autre endroit au-dessus de la forêt. Ce manège s'est répété plusieurs fois. À force, je me suis mis à anticiper sa réapparition, balayant la cime des arbres du regard pour essayer de deviner où il allait surgir. Pendant tout ce temps, le silence de l'objet contrastait avec la folie des animaux. Les chiens continuaient de hurler comme s'ils ressentaient une menace invisible. À un moment, j'ai entrouvert la porte derrière moi et j'ai regardé à l'intérieur. La mère de ma petite amie dormait profondément sur le canapé. Je crois même avoir prononcé son prénom une fois, mais elle n'a pas réagi. J'ai hésité à la réveiller, puis j'ai renoncé par peur de manquer ce qui se déroulait dehors. La dernière fois que l'objet a disparu, quelque chose de différent s'est produit. À l'endroit précis où il s'était éteint, une lumière en forme de goutte est apparue très haut dans le ciel. Elle a traversé l'air à une vitesse incroyable, plongeant droit vers le sol derrière la ligne des arbres, avant de disparaître elle aussi. Tout cela a duré une fraction de seconde. Je suis resté immobile, essayant de comprendre si ce que je venais de voir était réel ou si mon esprit me jouait un tour. J'ai ressenti un mélange de confusion et d'adrénaline, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce qui venait de se produire. Presque immédiatement, comme pour confirmer que je n'étais pas seul à avoir été témoin de la scène, j'ai entendu des voix. En regardant vers la route, j'ai vu une voiture arrêtée. Un couple se tenait sur le bas-côté, la tête levée vers le ciel, exactement dans la direction que je fixais depuis plusieurs minutes. Je n'ai pas distingué leurs paroles, mais leur ton exprimait clairement la surprise et l'incompréhension. L'idée d'aller les rejoindre m'a traversé l'esprit, mais la route était assez éloignée et j'étais toujours en pyjama. Avant que je prenne une décision, ils sont remontés dans leur voiture et sont repartis. Après leur départ, le calme est revenu progressivement. Les chiens ont fini par se taire les uns après les autres, comme si le signal invisible qui les avait affolés s'était éteint. Je suis resté encore un moment dehors, à scruter le ciel, mais plus rien ne s'est produit. Finalement, je suis rentré à l'intérieur, encore secoué, sans réveiller personne. Ce n'est peut-être pas l'histoire d'OVNI la plus spectaculaire, mais ce qui la rend marquante pour moi, ce sont les réactions des animaux et la présence d'autres témoins. Je sais que je n'ai rien imaginé. Je ne crois pas non plus qu'il s'agissait d'un avion ou d'un hélicoptère, car je n'ai jamais vu des chiens réagir de cette manière à des appareils ordinaires. C'est une histoire vécue par mon père.
Elle s'est déroulée en 1982, alors qu'il était affecté sur une base militaire au Nouveau-Brunswick. Un soir, son meilleur ami et la petite amie de celui-ci ont décidé d'aller voir le film Tron. Il n'y avait aucun cinéma près de la base, ils savaient donc qu'ils allaient devoir rouler longtemps. Ils ont dit au revoir à mon père juste après la tombée de la nuit et ont pris la route. Environ 1 heure plus tard, la voiture de son ami est revenue sur la base. Quand elle s'est arrêtée, mon père a tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. Le véhicule était fortement endommagé et couvert de traces de peinture de plusieurs couleurs différentes. Les portières étaient rayées, le pare-choc enfoncé, et des morceaux semblaient manquer. Mon père leur a demandé ce qui s'était passé et pourquoi ils n'étaient pas allés au cinéma. Ils ont évité la conversation, répondu vaguement qu'ils étaient fatigués, puis sont allés se coucher. Mon père a dit qu'ils avaient l'air profondément choqués, comme s'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Quelques jours plus tard, après avoir insisté, mon père a finalement réussi à faire parler son ami. Celui-ci lui a raconté qu'il roulait sur une portion de route isolée, entourée uniquement de collines et de forêts, sans aucune habitation à des kilomètres à la ronde. En sortant d'un virage, ils ont aperçu des lumières étranges provenant du sommet d'une colline devant eux. Cela n'avait aucun sens, car il n'y avait normalement aucune source de lumière dans cette zone. Au pied de la colline se trouvait un petit stationnement menant à un parc, avec une entrée étroite. Plusieurs voitures s'y engageaient déjà pour comprendre l'origine des lumières. L'ami de mon père a décidé de les suivre. Tout le monde est sorti de son véhicule et les gens ont commencé à se diriger à pied vers le sommet de la colline. C'est à ce moment-là qu'un immense objet en forme de disque est apparu au-dessus de la crête. Il clignotait de lumière multicolore et produisait un bruit puissant et étrange, impossible à comparer à quoi que ce soit de connu. La panique a immédiatement éclaté. Les gens ont couru vers leur voiture, certains ont crié, d'autres sont restés figés quelques secondes avant de réagir. Tous ont tenté de fuir par la seule sortie du stationnement, mais l'entrée était si étroite qu'une seule voiture pouvait passer à la fois. Dans la confusion, les véhicules se sont percutés, frottés les uns contre les autres, arrachant des morceaux de carrosserie et laissant de la peinture sur les portières. C'est ainsi que la voiture de l'ami de mon père s'est retrouvée couverte de couleurs différentes. Une fois sortis, ils ont roulé à toute vitesse jusqu'à la base militaire, sans s'arrêter, sans parler. Plus tard, l'ami de mon père l'a emmené sur les lieux. Le stationnement était encore jonché de rétroviseurs cassés, de morceaux de plastique et de métal, preuve que quelque chose de violent s'était produit. Personne n'est jamais venu réparer ou nettoyer officiellement l'endroit. Quelques jours après, des hommes portant des costumes noirs sont arrivés sur la base. Ils cherchaient des personnes précises et ont fini par parler à l'ami de mon père. Après cet entretien, il est reparti sans explication. Quand mon père lui a demandé ce que ces hommes lui voulaient, son ami lui a répondu qu'il valait mieux qu'il ferme sa gueule et qu'il ne raconte jamais ce qui s'était passé s'il voulait conserver sa carrière militaire. Depuis ce jour, il n'a plus jamais reparlé de cette nuit. C'était lors d'un camp des Boy Scouts, pendant une sortie. La première nuit, comme le veut la tradition, je dormais à l'extérieur de la tente. Le sol était froid, la forêt sombre, et malgré la fatigue de la journée, je n'arrivais pas à m'endormir. Vers 2h30 du matin, les yeux toujours ouverts, j'ai cessé d'essayer de dormir et j'ai simplement regardé le ciel au-dessus de moi. C'est à ce moment-là que j'ai vu 3 lumières apparaître soudainement. Elles se sont ouvertes dans le ciel en formant un triangle parfaitement équilatéral, trop précis pour être naturel. Presque aussitôt, elles ont semblé descendre et une lumière douce mais puissante s'est répandue sur toute la forêt, comme si le paysage entier avait été plongé dans un crépuscule artificiel. À cet instant précis, tout s'est tu. Les oiseaux nocturnes, les insectes, les cerfs au loin, même les coyotes ont cessé de faire le moindre bruit. Ce silence total était presque plus effrayant que les lumières elles-mêmes. J'avais l'impression que la forêt retenait son souffle. Les 3 lumières se sont mises à avancer très lentement dans le ciel. Elles glissaient sans bruit, parfaitement synchronisées. Je me suis relevé et je les ai suivies du regard, puis physiquement, marchant à travers les arbres comme attiré malgré moi.
Je me souviens avoir atteint le bord de l'étang du camp. Sans vraiment réfléchir, j'ai fait quelques pas dans l'eau froide, sans quitter les lumières des yeux. Elles ont continué leur trajectoire, toujours à la même vitesse irréelle, jusqu'à disparaître lentement au loin. Aucun éclair, aucun bruit, simplement une extinction progressive. Pendant plusieurs secondes, je suis resté immobile, les pieds dans l'eau, incapable de comprendre ce que je venais de voir. J'avais la sensation d'avoir assisté à quelque chose d'interdit, comme si je n'aurais jamais dû être éveillé à ce moment-là. Au matin, encore sous le choc, j'en ai parlé à quelques personnes du camp. Personne ne m'a cru. Certains ont ri, d'autres ont dit que j'avais rêvé à moitié. Ce qui est étrange, c'est que ce matin-là, aucun des chefs adultes n'avait de réseau sur son téléphone, alors que d'habitude cela fonctionnait. Quelques heures plus tard, tout était revenu à la normale, comme si rien ne s'était passé. Cela s'est produit au camp Yogug, dans le Rhode Island, en octobre 2012. Je me souviens encore très clairement de ces lumières. Elles étaient assez puissantes pour éclairer toute la forêt, mais suffisamment douces pour me laisser les fixer sans détourner les yeux, exactement comme un insecte attiré par une lanterne. Depuis cette nuit, je refuse catégoriquement de dormir en dehors d'une tente. Dans ma famille, on a toujours plaisanté en disant que ma mère avait été enlevée par des extraterrestres alors qu'elle était enceinte de moi. C'est devenu une sorte de blague récurrente, racontée lors des réunions de famille, même si au fond, personne n'a jamais vraiment su quoi en penser. L'histoire se serait déroulée au Colorado, alors que mes parents séjournaient chez des amis. Une nuit, ma mère s'est réveillée et s'est levée pour aller aux toilettes. La maison était plongée dans le silence et tout le monde dormait. En passant près d'une fenêtre, elle a remarqué une lumière très vive à l'extérieur. Elle n'y a pas prêté une attention particulière, pensant à une voiture ou à un éclair inhabituel, et a continué son chemin sans s'inquiéter. Une fois assise dans la salle de bain, elle se souvient s'être sentie soudainement très fatiguée. Ma mère a toujours eu cette capacité étrange de s'endormir presque n'importe où, à n'importe quel moment. Elle pense donc s'être assoupie sur les toilettes, sans trouver cela bizarre sur le moment. La prochaine chose dont elle se souvient, c'est de s'être réveillée plusieurs heures plus tard, toujours au même endroit, la lumière du jour commençant à filtrer sous la porte. Elle a été surprise par l'heure, incapable de comprendre comment autant de temps avait pu passer. Elle ne se rappelait pas avoir regagné le lit ni s'être réveillée pendant la nuit. Elle s'est simplement levée, un peu désorientée, avec une sensation étrange de décalage, comme si quelque chose manquait dans ses souvenirs. Le lendemain matin, les discussions allaient bon train dans le voisinage. Il y avait eu de nombreux signalements d'objets volants non identifiés dans la région pendant la nuit. Les gens parlaient de lumière dans le ciel, de formes étranges et de phénomènes inexpliqués. En entendant cela, ma mère a repensé à la lumière qu'elle avait vue à l'extérieur et à ses heures disparues, sans jamais parvenir à relier clairement les événements. Depuis, cette histoire est restée dans la famille, racontée sur le ton de l'humour, mais avec une pointe de mystère. Personne n'affirme sérieusement qu'elle a été enlevée, mais personne ne peut non plus expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Eh bien, cette histoire se déroule à une date pour le moins étrange, le 21 décembre 2012, dans la région de Chicago. Après avoir mangé chinois avec la famille de ma fiancée, elle et moi rentrions chez elle en voiture. Sur le trajet, à environ 40 yards au-dessus du milieu de la route, nous avons remarqué une lumière étrange, semblable à celle d'une tour téléphonique. Très vite, nous avons compris qu'elle était attachée à quelque chose d'indéfini. Seule une forme allongée, comme une pilule, était visible. Mais ce n'était que le début. Pendant les plus de 20 minutes de trajet jusqu'à la maison de sa mère, située en plein milieu de nulle part, nous en avons vu des dizaines d'autres. Certaines fusaient à travers le ciel, disparaissaient puis réapparaissaient, avec un mélange de lumière blanche et rouge. Nous sommes finalement arrivés chez sa mère, où nous logions, et nous avons continué à observer le ciel depuis le porche. J'ai vu l'un de ces objets décoller comme un avion à réaction depuis ce qui devait être à des kilomètres, puis passer à moins de 25 yards de la maison. Malgré cette proximité, je n'arrivais toujours pas à distinguer clairement l'objet.
Je pouvais seulement voir qu'il avait une forme de pilule, avec 2 lumières blanches, une de chaque côté. Il est resté immobile un court instant au-dessus de la maison de sa mère, puis il est lentement reparti dans la nuit. Un autre est passé à son tour, mais à environ 50 yards. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Cette nuit-là, ma fiancée est allée se coucher un peu après minuit. De mon côté, je naviguais sur Internet pour me détendre après ce que nous venions de vivre. Soudain, je me suis senti extrêmement vaseux et je suis allé m'allonger à côté d'elle. Alors que je m'endormais, j'ai entendu un bruit que je ne peux décrire que comme R2D2 sous l'eau. À moitié endormi, j'ai vérifié la télévision pour voir si Star Wars passait encore, puisque nous l'avions regardé plus de 12 heures auparavant. Ce n'était pas le cas. Un film sur les rollers derby était diffusé. Quelques secondes après avoir réalisé à quel point tout cela était étrange, je me suis évanoui dans le sommeil. C'est l'une des rares fois de ma vie dont je me souviens clairement du moment où je me suis endormi. Ma fiancée et moi nous sommes réveillés exactement au même moment, nos yeux se sont ouverts simultanément à 4h30 du matin, seulement quelques heures après avoir été tous les deux épuisés. Elle m'a dit qu'elle avait une sensation de saleté et m'a supplié de venir prendre une douche avec elle. Nous l'avons fait. Pendant une semaine environ après cela, nous avons tous les deux ressenti des douleurs et des courbatures inexpliquées. Je dirais aussi que j'ai remarqué un changement perceptible en moi depuis cet incident, comme si mon esprit était plus clair ou fonctionnait de manière plus fluide. Mais je ne sais pas si ce n'est pas simplement mon cerveau qui me joue des tours. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.